Eh bien, bonjour, nous sommes sur GPTV, nous sommes avec Yann Liebi, l'auteur de Fouine, sur le stand de Fairplay Édition. Alors, Yann, est-ce que tu peux nous expliquer déjà, qu'est-ce que Fouine, le jeu de rôle, en tant que concept? Qu'est-ce que tu as voulu créer quand tu as créé Fouine, en fait? Alors, Fouine est un jeu dans lequel on joue des enfants qui se débrouillent tout seuls parce que les adultes sont pas fiables, sont des drones, sont des espèces de zombies, en tout cas sont pas disponibles et en fait on a des enfants un peu abandonnés. Je me suis beaucoup inspiré en fait des films Kids on Bike des années 80, donc principalement les Goonies, un peu Hoop aussi pour le côté enfant perdu. Le fait que finalement en fait voilà les enfants se débrouillent un petit peu tout seuls comme dans E.T. aussi de Spielberg. Ou alors les adultes sont des antagonistes. Soit ils sont pas là, soit ils sont là mais ils servent à rien, soit en fait ce sont des antagonistes. D'accord. Il y a aussi un côté, les personnages sont misérables. L'endroit où ils vivent, c'est assez misérable aussi. Ça s'appelle le Bourbier. C'est une cité, en fait, crasseuse, dégoûtante, pleine de rouille, de saleté, où la survie est difficile. Et en fait, ils ont trouvé le moyen de survivre parce que les gens de la surface qui les manipulent, qui les exploitent, ils ont besoin d'artefacts magiques, de ressources magiques pour mener une guerre dont on ne sait rien du tout, parce qu'en fait on vit dans les tréfonds, nous. Et donc pour ça, ils vont aller creuser dans le gouffre, c'est-à-dire encore plus loin que le Bourbier, encore plus profond, et ils vont faire du dungeon crawling. Si je devais résumer Fouine, c'est Goonies, plus Donjons et Dragons, plus Dark Fantasy. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà. Au niveau, je peux parler du système. Bah oui, vas-y, Voilà. Le système, tu m'as parlé de dungeon crawling, donc il y a un élément de dungeon crawling. Donc il y a du dungeon crawling, donc par exemple dans le livre de base, j'explique comment concevoir un donjon, l'écologie d'un donjon, comment structurer un donjon. Donc évidemment, je fais référence à plein de choses, notamment tous les jeux OSR, PTG, PTB, parce que c'est vraiment une mine d'or là-dessus. Je me suis beaucoup inspiré de tout ce qu'ils ont écrit aussi. Des jeux comme Black Sword Hack, comme Into the Odd, comme DCC, bref, tous les jeux OSR qui ont du succès. Donc c'est un système très accessible en fait. Par contre, je ne voulais pas que ce soit le système Donjons et Dragons, donc il n'y a pas de D20. Je voulais créer mon propre système. Donc j'ai choisi le dé le moins utilisé, qui est donc le D8. C'est le premier truc qu'on m'a reproché. D'ailleurs, on m'a dit le D8, c'est vraiment pas un dé très utilisé. T'es sûr que c'est une bonne idée? En fait, moi, je voulais une granularité plus élevée que le D6, mais moins élevée que le D10. Ouais. Et donc, je me suis dit, D8, tant pis, oui, bon, c'est pas grave, voilà. Alors, comment ça se passe? C'est tout bête. Les joueurs, ils ont 4 caractéristiques et c'est tout. Il n'y a pas de compétences. Voilà. 4 caractéristiques, il n'y a pas de compétences. Muscle, doigté, méninge, gueule. On lance autant de dés que sa caractéristique, qu'on appelle donc un trait. Ça s'appelle un trait. Et on regarde quel est le dé qui a fait le score le plus élevé. D'accord. Tout bêtement. Il y a un dé spécial qui s'appelle le dé de fortune, qui, lorsqu'il fait 8, c'est forcément une réussite puisque c'est le score maximum. Et en plus, ça ajoute un effet bénéfique. Alors, cet effet bénéfique, il peut être soit proposé par le joueur, soit il est défini à l'avance par la case coup de moule sur la feuille de personnage. En gros, c'est un coup de moule. On a un coup de bol, quoi. Voilà. S'il fait 1, c'est une poissade. D'accord. Alors la poissade, c'est une catastrophe. Concrètement, si c'était un échec, c'est une catastrophe. Si c'était une réussite, c'est une réussite avec un petit effet qui se coule ou qui se pas coule d'ailleurs plutôt là, qui se rajoute. J'aime beaucoup que les joueurs me proposent qu'est-ce qui arrive à leur personnage plutôt que ce soit moi qui le pense. Déjà parce que j'ai pas toujours beaucoup d'imagination, et aussi parce que des fois ils sont plus méchants avec leur PJ que moi avec leur PJ. Ouais. Des fois ils sont sans pitié, je trouve. Voilà. J'aime bien faire ça aussi en combat, par exemple. Quand il y a égalité, par exemple, imaginons que l'adversaire il fasse 8 et que moi je fais 8. Et il y a 3 possibilités, je leur laisse choisir. Soit tout le monde touche, ça se fait mal en même temps. Soit personne ne touche. Soit on relance. Et donc on prend le risque de relancer. Et on est obligé de prendre le dernier résultat. Ça c'est pareil, c'est pas moi qui prends la décision, c'est le joueur. C'est un deal entre les joueurs. Voilà, tout à coup il faut qu'il décide relancer, ça se trouve ça va être pire. En même temps tout le monde touche. Si on peut absorber un petit peu les dégâts, pourquoi pas, mais il faut que l'armure soit en bon état aussi, voilà. D'accord. Bon, après il y a plein de petites autres règles, mais globalement c'est ça, on lance des D8, meilleur score. Voilà, s'il y a égalité, ça arrive assez souvent parce que c'est 12, quelque chose le fait de faire le même score a priori. Ouais. Donc ça peut arriver assez souvent, mais justement ça laisse le choix aux gens de décider qu'est-ce qu'on fait, il y a égalité,
comment on gère la situation. La plupart du temps, on relance. Et voilà. Et tu proposes quoi? Des articles, t'as du système de création de personnages, des archétypes, comme ça marche? Alors ouais, il y a deux choses qui permettent de différencier les personnages. Il y a leur truc, c'est ce qu'ils savent le mieux faire. Leur truc, ça veut dire qu'ils ont un des bonus. Par exemple, s'ils ont mis 3 en carac, méninge, si vous avez binoclé, vous avez des binocles spéciaux, comme ce personnage-là qui s'appelle Cervelle, il a des espèces de lunettes. Et en fait, ça va vous rajouter un dé. Donc ça fait un dé supplémentaire. On peut lancer 4 dés jusqu'au maximum. Et ça ajoute un petit effet spécial avec le clou de moule. Ça, c'est le premier truc. Spécialisation, le truc. Le deuxième, la deuxième chose qui permet de créer un personnage, c'est son surnom. Un personnage, il a un surnom. Et le surnom, ça va lui donner un petit pouvoir magique, une petite capacité. Ça lui donne aussi parfois un petit défaut, un petit truc embêtant qui va avec. Pas tous, mais certains. Il y a 2 surnoms qui sont très importants, c'est la grisaille et le bleuet. Parce qu'en fait, dans mon jeu, il y a 2 entités magiques très mystérieuses, dont je sais pas trop quoi faire non plus, mais je vais donner des pistes en fait au MJ. Il s'appelle la fée bleue d'ailleurs dans mon jeu. Parce que j'aime pas trop les lores hyper précis, je reviendrai là-dessus d'ailleurs. 2 entités qui choisissent un enfant parfois et qui le font naître béni par eux. Le bleuet, il est béni par la fée bleue. Et la grisaille, il est béni par le bon père. Ces personnages-là, ils ont vraiment des petits pouvoirs magiques. Eux, ils sont un peu plus boostés, mais ils ont généralement aussi un défaut. Par exemple, le bleuet, il peut pas être fort physiquement. Il a forcément un score limité en force physique. Et la grisaille, déjà, il y a le racisme anti-grisaille, parce que le bon père, c'est une entité maléfique, c'est une sorte de démon. Et puis, ils ont aussi une phobie, une terreur. La peur du feu, peur de l'eau, etc. Et donc, ça donne des outils, bien sûr, pour le MJ, pour mettre dans des situations un peu compliquées. Donc, voilà. Ces 2 trucs-là, ça permet de créer finalement pas mal de variétés. Ouais. Voilà, on peut créer, je sais pas moi, un bleuet spécialisé en combat au corps à corps. On peut créer une grisaille qui est forte en méninge. Voilà. Il y a plein de choses. Il y a la tambouille qui permet de faire des potions de vie. Il y a le chef qui permet de booster un petit peu le moral de ces joueurs et de leur augmenter leur score de gueule. D'accord. Enfin voilà, il y a pas mal de petits trucs. Ok. Donc quand tu disais que t'es pas trop fan de lore, mais vu le nombre de personnages d'archétypes que t'as construit, il y a quand même déjà un setting assez abouti quand même. Il y a un lore. Ouais. Il tient en 15 pages. D'accord. C'est un lore qui est, j'espère, très typé, très très attractif, très marqué, avec une vraie personnalité. Mais c'est un lore où on vous expliquera pas que à la bataille de 2553, il y a 330 elfes qui ont survécu, etc. Ouais, c'est pas ça ma conception du lore. En gros, je lance des pistes. Je crée il y a des tableaux aléatoires souvent où il y a des propositions. Il peut y avoir ça. Un truc tout bête par exemple. Dans mon univers, il y a 8 dragons qui se sont sacrifiés pour sauver le monde dans lequel ils étaient. Il y a une légende comme quoi il y aurait un 9e dragon qui aurait refusé le sacrifice et qui se serait peut-être caché quelque part. Je ne sais pas moi-même si c'est vrai. C'est une proposition que je fais aux joueurs. Quand les gamins vont vouloir lancer la révolte, parce que le but, c'est qu'au bout d'un moment, on se révolte contre la cité qui nous exploite. Je vais donner des pistes. Par exemple, créer une armée de morts-vivants. Pourquoi pas? Réveiller le 9e dragon. Pourquoi pas? Récolter de la technologie ancienne qui a été enfouie dans les tréfonds. Pourquoi pas? Tout est possible dès lors que on sait où on va et qu'on construit sa campagne. Ce que je veux pas, c'est que les gens soient prisonniers d'un lore extrêmement précis. Parce que moi, ça m'a toujours agacé, et c'est vrai que j'ai du mal avec les univers comme ça, extrêmement précis, où quelque part on potasse un bouquin d'histoire, quoi. Voilà. Donc oui, il y a un lore. Il est ce qu'il est. Il est vague à certains moments, précis à d'autres. J'aime bien être précis sur certains petits détails. Par exemple, tel objet, il sert à ça. Par exemple, les espèces de nains qui sont tous morts dans mon univers. Tous les nains, tous les elfes sont morts. D'ailleurs, ils portent d'autres noms. Ça s'appelle les elfes et les snorri. Par exemple, les nains, ils sculptaient les cristaux avec de la musique. Ça c'est un élément de lore très précis dont l'MJ peut se servir dans un donjon. Ouais, c'est un outil. Voilà, c'est un outil. Mais je vais pas rentrer dans les détails sur tel machin, il a inventé telle mélodie en telle année de telle ère cyclique. Voilà quoi. D'accord. Ok. Et donc au niveau de la production en ce moment dans Fouine, je vois qu'il y a un écran là qui est déjà là, donc je pense que c'est prévu. C'est du bricolage. Ouais, mais je pense que c'est prévu. Ouais, il ressemblera pas à ça. Il y aura une belle illustration. Donc en fait, dans cette
cette production, qu'est-ce que va proposer avec Fairplay Edition? Alors, on est en pleine discussion parce qu'on a pas mal d'idées. Pour l'instant, c'est pas très défini. Notre idée, c'est de faire un financement participatif, mais bon, faudra demander au patron pour ça. Hein. Ouais. Moi, ça m'occupe pas trop de ça. Moi, je crée. Je suis le créateur. Ouais. Tous ces trucs de commerciaux et de communication, c'est pas mon boulot. Ouais, alors, je considère que c'est pas mon boulot. Mais bon, bref, voilà. Mais je vais quand même en parler. Donc, on voudrait faire un financement participatif. Ce qui aura obligatoirement, c'est un livre de base. D'accord. Ce livre de base, il est parti pour faire 200 pages, à peu près. Il y aura énormément de scénarios dedans. Il y aura vraiment beaucoup de scénarios qui seront modulables. On pourra les bidouiller comme on veut pour créer un début de campagne. D'accord. On est en train de discuter avec Michel Poupard justement de comment structurer tout ça. C'est mon scénariste. Parce que moi j'aime bien créer les jeux, mais j'aime pas trop écrire des scénarios. D'accord. J'y arrive, hein, celui-là, j'en suis assez content, je l'aime bien, voilà. Mais je voulais quelqu'un qui sait faire, et Michel, je trouve qu'il écrit de bons scénarios. Ouais. J'avais lu les scénarios de Freepon et tout. J'avais lu des trucs qu'il avait écrits. Enfin voilà, j'aime bien. Et donc il y aura un livre de base. Ensuite, il y aura forcément un écran, c'est sûr, mais juste parce que j'adore les écrans, ça fait une super belle illustration, il n'y a pas de problème. Il y aura peut-être un supplément avec une vraie campagne du début à la fin, parce que Fwin est un burst. Ouais. C'est un burst long, mais c'est un burst. Arrête un burst. Ouais. C'est-à-dire que le but, c'est qu'au bout de 30, 40 séances, on lance la révolte, c'est fini, on a réussi à détruire la cité qui nous exploitait, on monte à la surface, il y a le soleil, il y a la nature et on se sort enfin de cet enfer. Voilà, c'est ça l'idée. Maintenant, ça va être long. Ça va être une grosse campagne. Il y aura probablement, peut-être, effectivement, un kit d'initiation parce que l'équipe, en fait, il est là. Hein, complètement. Il y aura peut-être un petit kit d'initiation téléchargeable. Et après, mise en couleur des illustrations, ce sera peut-être un palier. Je vais d'abord les faire en noir et blanc et après, il faut dire que tu es illustrateur. Je suis illustrateur aussi, effectivement. Donc il y aura peut-être ça comme palier. Bon après les paliers classiques, effectivement, couverture rigide, pas couverture rigide, j'imagine qu'il y aura probablement ça. On se demande si ça sera pas dans une boîte. Si du coup on mettra pas ça dedans, plié, parce que ça c'est un petit plateau tactique pratique que j'ai dessiné pour justement savoir qui est où, qui fait quoi. Ouais. Peut-être fournir des D8 dans la boîte. On en a vaguement parlé parce que comme c'est un dé pas facile à trouver, ce serait bien que dans la boîte éventuelle, s'il y a une boîte, on fournit des 8, ça sera peut-être un palier, ça aussi. Enfin voilà. Mais franchement, pour l'instant, tout ça, c'est en pourparler. Ouais. Déjà, niveau illustration, mis à part les pré-tirés et le gros machin qui est là, qui sera pas la couverture d'ailleurs, la couverture ce sera autre chose. Y a rien de définitif. Ouais. Donc là, j'ai 1 an pour faire 40 illustrations. Ouais. Finir l'écriture du livre de base, qui est pas encore fini. Relire tous les scénarios avec Michel, sélectionner ceux qu'on veut vraiment mettre, parce qu'il en écrit énormément. Ceux qu'on veut mettre, ceux qu'on veut pas mettre. Il a aussi écrit des trucs qui s'appellent les LED de la chimère, où en fait c'est des accroches de scénarios. Ouais. Et là, il y en a, je dirais, entre 15 et 20. Ouais. Elles sont toutes géniales, ces petites accroches de scénarios. J'en mettrai pas 15-20, mais j'en mettrai bien 7 ou 8, juste pour dépanner. Allez, il me faut une petite accroche de scénario. Ah, tiens, j'ai ça, c'est pas mal. Ah oui, je vois où est-ce que ça pourrait me mener. En plus, je peux le raccrocher à ce scénario-là du livre de base, etc. Ouais. Voilà, tout ça, c'est encore à faire. Si je me souviens bien, je vais peut-être dire des bêtises, hein. Notre idée, c'est de commencer le financement participatif l'année prochaine, à peu près à la même période. D'accord. Voilà. Pour avoir finalement le texte brut fini du livre de base, les illustrations en noir et blanc finies. Ok. Après, on se donne plusieurs mois, un truc genre, je sais pas, entre 4 et 6 mois, pour vraiment faire la production du truc. Et donc, ce serait genre, je sais pas, avril-mai, ça fait quoi, 2026 ? Un truc comme ça. On aura le temps d'en parler encore. Oui. Voilà. Refaire la fiche de perso, parce que bon là, je l'ai faite vite fait, mais... bien sûr. On reste dans le proto, hein. Ouais. Écoute, Yann, je te remercie de nous parler un petit peu de Fwin. C'était très sympa, j'espère que ça allait, parce que je suis pas du tout habitué à faire ça. Non, mais ouais. Ok, ça va. Merci, à bientôt. Hein. Merci, à bientôt,